Alors, j'inviterai maintenant Mme Geneviève Richard, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, vous êtes Mme Richard? Oui. Alors, nous vous écoutons, Mme Richard, 10 minutes. Excellent, merci. Donc, bonjour, Geneviève Richard, résidente d'Unitaskinan, territoire non cédé de la nation Atikamekw, aussi appelée Mauricie dans ma région. J'aimerais tout d'abord commencer en spécifiant que ce document n'est qu'une infime partie de mes inquiétudes et questionnements concernant l'usine de liquéfaction du grand projet GNL Québec. Il faut comprendre que déposer un document étoffé, complet et appuyé sur maintes références n'est pas à la portée de toutes et doit être fait par conscience citoyenne de manière bénévole. J'ai donc pris congé à mes frais aujourd'hui pour être ici avec vous. Le promoteur, quant à lui, est rémunéré tant pour sa présence aux audiences que pour la préparation de documents, tous plus complexes les uns que les autres, où la population et autres intervenantes peuvent facilement se perdre ou se décourager de chercher réponse à leurs questions. Par souci d'équité de genre et d'inclusion, je vous avise que ce texte est rédigé au féminin. Veuillez donc, messieurs, vous sentir inclus, tout comme vous nous demandez de l'être lorsque les textes sont rédigés au masculin pour soi-disant l'alléger. Incohérence dès le dépôt du projet. Puisque le dépôt distingue des projets GNL Québec d'Énergie Saguenay et du pipeline de Gazoduc Inc. est une insulte à l'intelligence citoyenne, ce mémoire traitera également brièvement de ce dernier par souci de cohérence. Je serais effectivement très intéressée de comprendre les paramètres qui, aux yeux des instances gouvernementales, permettent à de mêmes investisseurs américains et impliqués dans les paradis fiscaux de présenter deux projets complètement interdépendants de manière tout de même distincte. Séparément, les deux projets sont déjà insensés, mais évalués ensemble, il est clair que leurs impacts négatifs seraient sans équivoque. Comment l'industrie ferait-elle tourner une usine de liquéfaction sans un pipeline pour l'alimenter et comment exporterait-on ce gaz sans usine? C'est donc sans surprise, mais en leur donnant des points pour l'honnêteté, qu'à 1h38 minutes 5 secondes, le 22 septembre dernier, Mme Fortin admettait que le projet ne peut pas aller sans la conduite souterraine. Comment donc justifier la séparation? Nous ne le saurons, semble-t-il, jamais. Mais une chose est certaine, pour une compagnie qui dit vouloir favoriser la participation citoyenne, elle dédouble ainsi le temps bénévole que doit investir la population pour y participer, sans compter les investissements publics qui y sont rattachés. Bénéfices présumés, économie et emploi. Les bénéfices économiques sont largement vantés, évidemment, bien que plusieurs économistes indépendantes condamnent le projet depuis un moment. En effet, 40 experts observent que la tendance économique pour le GNL est peu encourageante. D'une part, la demande est décroissante, il y a donc peu d'augmentation prévue pour le marché européen où il est principalement destiné. Et finalement, l'offre sera grandissante en raison d'une cinquantaine de projets semblables déposés en Amérique du Nord. Les économistes doutent également des retombées au niveau des emplois dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, car les entreprises locales se battent déjà pour des employés. Il faut aussi rappeler qu'il y a toujours une différence entre les emplois créés lors de la phase de construction par rapport à la phase d'opération. C'est la valeur de ces derniers qui doit être comparée à tous les emplois qui seraient perdus en raison de la diminution du tourisme causée par les dommages qui seraient engendrés à la population de Beluga ou par le simple passage répété de navires brisant la beauté du paysage. Je suis convaincue que plusieurs personnes, dont moi la première, ne souhaiteront plus investir leurs frais de vacances dans une région qui a décidé d'investir pour permettre à des navires méthaniers longs de 30 autobus de passer une fois par jour pendant 25 ans dans le fjord et sur le Saint-Laurent. Et de toute façon, est-ce ce genre de projet et d'emploi qui fera rêver ma génération et la suivante? J'en doute. Climat et santé. La principale incohérence du projet provient du fait que la compagnie souhaite valoriser son projet avec d'hypothétiques diminutions de gaz à effet de serre outre-mer, soit la fermeture d'usines au charbon pour lequel aucun contrat n'est signé, mais évite de parler des gaz à effet de serre à Mont-Aval qui seraient créés. Heureusement, il reste suffisamment de cohérence provinciale pour que ces dits bénéfices ne soient pas considérés dans l'analyse, tel que nous en a informé le répondant du ministère de l'Environnement lors de la séance du 23 septembre dernier. Il en revient à dire que le seul argument du promoteur est de dire qu'il y aurait pire en mentionnant le charbon. Mais est-ce suffisant? Voulons-nous mieux ou moins pire pour notre futur? Plus de 250 médecins ont aussi condamné le projet pour ses risques amont démontrés au niveau de la santé des populations aux prises avec l'extraction. Je serais donc bien déçue de voir que nous sommes un peuple prêt à sacrifier la qualité de vie et la santé de nos voisines pour consommer un produit destiné à ruiner l'avenir de toute la planète. De nombreuses personnes de la communauté scientifique ont également décrié non seulement ces projets précisément, mais l'industrie du gaz naturel en tant que telle, en exprimant le danger lié à son exploitation relativement à l'urgence climatique que nous vivons. Il faut comprendre que les coefficients de gaz à effet de serre sont généralement calculés sur 100 ans,
mais que calculé sur 20 ans, qui correspond à peu près à la fenêtre que nous avons pour agir au niveau climatique, le gaz naturel est plus dommageable que ce qu'il n'en paraît, puisqu'une fuite de méthane est 86 fois plus dommageable en gaz à effet de serre que le CO2. La présence de fuites inévitables tout au long de son cycle de vie, soit de l'extraction jusqu'à la consommation, est donc le principal facteur de risque de ce produit. Fuites trop souvent indétectables ou encore impossibles à quantifier. Lorsque la totalité des fuites estimées sont prises en compte, elles annulent rapidement l'avantage théorique du gaz sur le charbon. La question n'est donc malheureusement pas de savoir si elles se produiront, mais plutôt où et quand. Puisqu'une image vaut 1000 mots et pour renchérir sur la présentation de M. Durand un peu plus tôt dans la journée, je vous présente maintenant 3 photographies infrarouges prises aux États-Unis par un journaliste qui montrent d'importantes fuites non détectées par des compagnies gazières. Donc, je vais faire la tentative de partage d'écran. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Oui, madame. Excellent. Donc, ici, on voit une infrastructure qui semble tout à fait convenable. Et lorsqu'on y prend une photographie infrarouge, on voit en fait une fuite assez importante. Deux images, un peu la même chose. Une autre fuite assez importante non détectée. Et une troisième, tout semble convenable. Donc voilà, c'est pour imager le tout. Donc, impact réel, inquiétant et pertinence du secteur gazier. Le fait est que même si le gaz naturel était réellement une énergie verte et qu'elle nous procurerait de réels bénéfices économiques, il n'en reste pas moins qu'elle n'est pas renouvelable et qu'il faut donc de toute manière s'en détourner aussi vite que possible pour se libérer de notre dépendance aux hydrocarbures avant qu'il n'y en ait plus ou que le climat s'emballe pour de bon. Je crois sincèrement qu'il est de notre devoir de faire notre part pour l'avenir collectif. Quand notre bain déborde, on ne court pas chercher une mop, on commence par fermer le robinet. Il y a donc un fjord de différence entre développer de nouveaux projets et fermer brutalement des industries. D'autres grandes inquiétudes m'habitent à l'égard de ce projet, dont la forte possibilité de voir le gazoduc se reconvertir éventuellement en oléoduc ou la construction d'un autre pipeline adjacent pour faire renaître le projet Énergie-Est, par exemple. Pour habiter en Mauricie depuis plusieurs années et plus précisément avoir déjà résidé dans le secteur Pointe-du-Lac de la ville de Trois-Rivières, qui a déjà explosé à moitié dû à la proximité d'une ligne hydroélectrique et d'un réservoir de gaz naturel, le risque d'une explosion qui pourrait s'apparenter à la tragédie de Lac-Mégantic vu la taille de l'usine projetée n'est en rien pour me rassurer. L'augmentation du trafic maritime va nécessairement augmenter le risque de collision, dont certains navires contiennent des matières tout aussi dangereuses ou encore plus complexes à nettoyer. Ce trafic accentuerait également l'érosion des berges, sans compter l'impact majeur sur l'industrie de la pêche blanche ou encore le risque accru d'introduction d'espèces exotiques envahissantes. Outre les coûts environnementaux que notre portefeuille planétaire de carbone ne peut se permettre de payer, comment les impacts néfastes du projet sur nos investissements collectifs et publics seront compensés? Par exemple, les fonds investis au rétablissement d'espèces fauniques depuis des années, tels les ensemencements, réintroduction d'espèces disparues, plan de rétablissement d'espèces d'intérêt socio-économique ou encore les travaux d'aménagement. Vous aurez donc compris que je suis une citoyenne de 32 ans, extrêmement préoccupée ou plutôt complètement angoissée par une proposition de projet sans avenir dont la réalisation me ferait tout simplement honte. Je suis confiante que la population pourra et saura se lever, encore une fois, contre une autre industrie avide de profit pour protéger une terre, une eau et ses habitants à peau, plume, poils et écailles pour que les générations futures puissent les côtoyer autres que dans les livres et continuer à réparer les erreurs du passé. Il nous faut faire preuve de conscience dans l'évaluation de ce projet, d'innovation pour la suite et de vision vers l'avenir. Sortons enfin de l'ère des fossiles et mettons en place une réelle transition énergétique porteuse de justice sociale. Je terminerai en disant que la population a été claire dans le cas d'Énergie-Est, alors que près de 400 000 $ en dons avaient été récoltés en 2013 en moins d'une semaine et qu'une vaste mobilisation citoyenne s'en était suivie via la campagne Coule pas chez nous. Je suis extrêmement déçue de voir que le gouvernement en place semble avoir décidé de l'issue de ce projet bien avant même la tenue de ces consultations. Eh bien, sachez que la population en a fait de même également depuis longtemps et que le verdict est tombé. Tout nouveau projet basé sur les hydrocarbures ne passeront pas. Bonne chance dans la continuité de votre travail, messieurs les commissaires, et bonne analyse. Alors, merci beaucoup de votre présentation.
C'est très clair. C'est très clair. Alors, je vous remercie beaucoup de votre contribution à nos travaux, madame. Merci. Merci à vous. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi, madame. Merci beaucoup. Alors, j'inviterai maintenant